On va reprendre tranquillement nos travaux. En accueillant la prochaine présidente de session. Présidente. Ouais, parce qu'animateur. Claire Rosset, donc ingénieure de recherche au laboratoire, qui va donc animer cette deuxième session. Oui, donc bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Et désolée de cette animation qui sera donc pas assurée par Vincent Véchambre, qui aurait été sûrement plus à propos. Mais donc pour cette deuxième session, on va accueillir deux interventions cette fois-ci portées par des doctorants, donc qui permettent aussi de donner la parole aux doctorants dans ce genre de séminaire et de voir des travaux de thèse en cours, et qui vont s'intéresser toutes les deux, et nous permettre de nous intéresser sur ces deux interventions à des changements d'échelle de la considération de l'existant, et qui nous permettront donc de prolonger de manière un peu plus de prolonger un petit peu l'intervention qu'a donnée Gabriela juste avant. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Côme Vallet, qui est donc doctorant en architecture à l'ENSA de Paris-la-Villette, au sein du laboratoire LET. Merci. Et donc 25 minutes. Comme les autres. Ça va être ça le challenge. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien comme ça ? Ok, parfait. Bien, bonjour à toutes et à tous. D'une part, merci aux organisateurs pour ces 2 journées d'échange et de débat. Pour me présenter rapidement, pour me représenter. Non, oui, on est d'accord. Ok, ouais. Ouais, effectivement, je m'entends moi-même beaucoup mieux. Donc pour me représenter, je suis architecte de formation, je suis donc doctorant en première année dans les laboratoires du LET et du GRIEF, et je réalise donc une thèse cofinancée par l'ADEME et le ministère de la Culture. Donc de manière générale, la recherche que je mène porte sur le bâti ancien breton, est un travail d'ethnographie, et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'est qu'un extrait, une toute petite partie de cette recherche. Et ce que je vous propose, un petit peu pour vous divulgacher le tout, est une réflexion autour des liens entre bâti existant, paysage et climat dans un contexte de problématique de la rénovation énergétique. Alors, navré pour cette nouvelle frise, mais j'ai la primauté d'introduire ces sujets de rénovation. Je pense que c'est important de recontextualiser ce sujet-là, notamment d'un point de vue législatif. Donc finalement, la rénovation énergétique est une politique assez récente dans l'histoire contemporaine législative française et a commencé à s'inscrire dans le droit français à partir des années 2000, avant vraiment de se développer à partir des années 2010 suite au Grenelle de l'environnement, moment où vraiment la filière du bâtiment a vraiment, on a reconnu sa part importante dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc à partir de ce moment-là, on a une politique d'incitation et d'accompagnement des ménages dans la rénovation de leur logement. Mais là où il y a un point de bascule, c'est vraiment autour des années 2013-2015, avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte et les accords de Paris, où il y a vraiment l'inscription d'objectifs de rénovation énergétique. Je mets le micro sur le côté, j'arrive pas à me relire. Des objectifs de rénovation énergétique et où on considère vraiment que l'amélioration de l'habitat est un réel levier. Et donc, à partir de ce moment-là, on a différentes lois, notamment la loi Elan, qui rend opposable le diagnostic de performance énergétique,
Mais malgré tout, on constate néanmoins que la rénovation ne se passe pas comme on l'imaginait et qu'il est nécessaire d'accélérer, de généraliser cette rénovation. Et donc on met en place un dispositif de massification qui passe notamment par l'inscription de la loi climat et résilience en 2021. J'essaye de faire assez concis parce que j'ai pas beaucoup de temps et je pense que je vais déjà être trop long. Mais en tout cas, cette loi climat et résilience, finalement qu'est-ce qu'elle nous dit ? L'objectif global de cette loi est de faire tendre l'ensemble du parc bâti vers une moyenne de consommation équivalente à l'étiquette énergétique B. Et cela se passe donc d'une part par une injonction forte pour les propriétaires bailleurs à rénover leur logement avec du coup l'interdiction progressive de louer leur logement et une incitation très forte aussi pour les propriétaires occupants avec l'obligation de réaliser des audits énergétiques. Évidemment, on va se dire que tous les bâtiments ne peuvent pas être rénovés de la même manière. Donc pour ça, le texte de loi comprend des assouplissements juridiques, notamment pour les contraintes techniques, architecturales et patrimoniales. Mais pour les dernières patrimoniales, en fait, on se rend compte que c'est essentiellement des édifices qui sont d'ores et déjà soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, donc les monuments historiques, les sites patrimoniaux remarquables, et donc quid de ce qu'on appelle le patrimoine ordinaire, c'est-à-dire ces édifices dans notre ruralité, en tout cas dans les villages, qui constituent l'identité architecturale et urbaine de nos paysages, mais pour lesquels il n'y a pas de reconnaissance institutionnelle de leur caractère patrimonial, ni de professionnels qui seraient à même de réguler certains débordements. Et donc c'est pour ça que finalement ces outils réglementaires apparaissent comme inadaptés aux bâtis anciens. Donc là vous avez deux exemples. À gauche, donc le manifeste de Maisons Paysannes de France, vous avez un édifice qui a été deux propriétaires coupés en deux, un qui a été rénové, on va dire plutôt convenablement, et l'autre on l'a encapsulé avec du polystyrène. Et à droite, en Bretagne, voilà une maison en terre crue qui était en train d'être encapsulée encore une fois par du polystyrène, et le chantier a été arrêté juste à temps. Et donc finalement, en fait, on voit que ces politiques de rénovation énergétique présentent une inadéquation et des risques pour ces typologies de bâtis, avec notamment la perte esthétique, patrimoniale, également donc, des pertes de savoir-faire liées à l'entretien et à la gestion de ce patrimoine-là, le fait de ne pas pouvoir de pouvoir mettre en œuvre des matériaux écologiques, donc on passe à côté d'objectifs environnementaux, et notamment le risque de nouvelles pathologies en encapsulant ces matériaux avec du polystyrène ou de la laine de verre. Et donc finalement, les acteurs du patrimoine aujourd'hui se positionnent sur ces sujets-là et alertent en disant que voilà, il y a des manières de faire, on sait comment faire plus intelligemment, mais différemment que juste avec des packs et de la laine de verre. Et donc la réflexion que je propose ce matin, c'est le regard de ces associations-là est-elle susceptible du coup d'impacter les doctrines en matière de rénovation énergétique du bâti ancien et propose-t-elle de nouvelles méthodes de diagnostic? Alors la question est très large, je l'entends. Du coup l'objectif là ce matin, c'est juste de voir une petite partie de cette question. Avant de commencer tout ça, je pense que c'est important de revenir sur des définitions, notamment la définition de ce qu'on entend par bâti ancien. Donc pour ça, il y a 3 définitions. Je pense que la première, que vous avez à mon avis toutes et tous en tête, ce sont les édifices qui sont construits généralement avec des matériaux locaux, des techniques traditionnelles, à qui on prête en général une bonne inertie thermique, le fait d'avoir été conçu en tenant compte de l'environnement proche, ce qu'on appelle aujourd'hui le bioclimatisme, d'avoir une intelligence dans la disposition aussi des espaces de vie à l'intérieur, et ce qu'on appelle généralement bâti vernaculaire. La deuxième définition auquel on pense, qui est plutôt, elle, réglementaire, c'est-à-dire ce sont des édifices construits avant 1948. Alors pourquoi cette date-là? Simplement 1947, création du CSTB, qui a pour mission de normaliser les matériaux, les techniques de construction, en vue de massifier la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale. Et donc du coup, tous les édifices qui ont été construits avant, et bien finalement se retrouvent comme non normés, donc considérés comme du bâti ancien. Et la dernière définition, qui est plus technique, celle qui va le plus nous intéresser, nous dit que c'est un bâti qui ne possède pas de rupture de capillarité en fondation, qui du coup et qui est composé de matériaux hygroscopiques et capillaires, donc pourrait-on dire des matériaux qui respirent, ou en tout cas un bâtiment qui respire, pardon. Et c'est justement sur cette notion de gestion de l'eau dans le bâti ancien qu'on va s'attarder. Alors,
D'autre part, il faut aussi tenir compte quand on parle de bâti ancien, voilà, parce que c'est finalement pas anecdotique. On parle tout de même de 1/3 du bâti existant en France métropolitaine. Donc finalement, qu'est-ce que nous disent les doctrines internationales sur cette question de la rénovation? Donc là, on a 4 doctrines de ICOMOS que j'ai sélectionnées. La première, qui est donc la charte de Venise en 1964, qui est, on va dire, une charte qui est plutôt qui concerne plutôt les règles de conservation et les aspects esthétiques justement des édifices restaurés. Suite à ça, il y a la charte donc, du patrimoine bâti vernaculaire qui a été éditée en 1999, qui elle vient étendre cette réflexion-là donc sur les systèmes constructifs et les savoir-faire traditionnels, donc qui vient apporter une réflexion sur le patrimoine immatériel de gestion et d'entretien de ce patrimoine-là, et qui introduit également l'idée que pour intervenir sur ces bâtiments-là, il est nécessaire d'avoir une cohérence des matériaux, une cohésion des matériaux. Alors on peut l'entendre cohésion esthétique d'ensemble, mais aussi on peut l'entendre comme une cohésion technique des matériaux, de ne pas mettre justement par exemple du ciment, on le verra par la suite, sur ce genre de patrimoine. J'essaie d'accélérer. On a ensuite donc, la déclaration de Florence en 2014, qui est plutôt une réflexion sur le paysage, qui inscrit les enjeux de changement climatique dans la gestion de ce patrimoine-là, qui a introduit également la notion de qui a introduit la notion de démarche bioculturelle et qui du coup reconnaît le lien entre l'habitat humain, les espèces, donc la biodiversité et l'agriculture. Et du coup, on pourrait dire que cette déclaration reconnaît que pour répondre aux enjeux écologiques du patrimoine, il est nécessaire d'aborder le bâti et son environnement paysager comme un patrimoine à la fois matériel et immatériel à considérer dans son ensemble pour être préservé. Et enfin, une dernière doctrine qui est intéressante notamment par rapport à ce qu'on va voir, mais qui est un peu plus éloignée de la question du bâti, qui est celle donc, concernant les paysages ruraux comme patrimoine. Donc paysages ruraux, on entend par là les espaces de production d'aliments et de ressources renouvelables. Et donc cette dernière charte considère, encore une fois, que finalement ces terrains anthropisés en fait contribuent à la fois à la conservation des terres, donc nature, environnement, réseau hydrographique, et à la transmission des cultures rurales. Et donc finalement, vraiment, pour la préservation de ce qu'on entend par patrimoine au sens très large, finalement, il est nécessaire d'avoir une réflexion la plus large possible, la plus transdisciplinaire, allant à la fois du coup du paysage au sens esthétique, mais biodiversité, mais aussi travaillé par l'homme jusqu'à l'échelle bâtimentaire. Et donc l'ensemble de ces doctrines ont plutôt un aspect à la fois visuel, valeur patrimoniale, environnementale, mais restent assez larges et ne proposent pas d'aspect technique et ne proposent pas non plus de réflexion sur la question de la gestion de l'eau, comme on l'a vu précédemment. Par rapport à l'échelle nationale, donc bon, alors c'est pas une doctrine au sens premier du terme, mais on va dire que la réglementation thermique de 2012 est aujourd'hui le seul texte législatif qui contraint les rénovations au-delà du DPE et qui du coup instruit une certaine vision, on va dire performantielle de l'enveloppe et proprement thermique. Mais du coup, la vraie charte qui nous intéresse ici, c'est celle donc, du CREBA, donc la charte de réhabilitation responsable du bâti ancien, qui a été écrite en 2023. Donc le CREBA, c'est le Centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien, créé en 2016. Je ne m'étends pas plus là-dessus. Et cette charte, finalement, elle propose surtout une approche méthodologique et technique, avec du coup un ensemble de diagnostics qui sont proposés et un ensemble de recommandations de travaux. Et donc là-dedans, donc la question de la gestion de l'eau est évidemment un impondérable, mais elle ne propose pas non plus forcément de recommandations précises de mise en œuvre. Donc finalement, l'ensemble des acteurs du bâti ancien, de sa rénovation, sont à peu près tous d'accord pour dire que dans le cadre des interventions sur ce type de bâti-là, il est nécessaire de le remettre dans un état sain, notamment d'un point de vue de sa gestion de l'eau, avant de faire toute intervention de performance énergétique, thermique, etc. Du coup, quelles sont ces stratégies d'intervention ? Pour le dire très rapidement, donc il est nécessaire d'abord de voir
le clos couvert, on va dire, donc de vérifier qu'il n'y a pas de fuite en toiture, que les descentes d'eau pluviale sont bonnes, de désimperméabiliser les pieds de façade pour éviter des effets de succion comme on le voit sur le schéma, à ce que du coup il y ait des remontées capillaires, et ainsi de permettre à l'eau à la fois de s'infiltrer et de s'évaporer. Le deuxième élément, c'est donc de gérer les ruissellements des eaux pluviales, à la fois sur la périphérie du bâtiment et aussi sous le bâtiment, puisqu'on n'a pas de vide sanitaire. Donc pour ça, on a des ensembles de drains en pied de façade qui peuvent être mis en place, ainsi que des hérissons ventilés. Alors s'il y a une question, on reviendra là-dessus après, mais qui permettent en tout cas d'assainir les fondements du bâti. Et enfin, le dernier élément, qui est du coup la lutte contre la condensation et condensation de l'humidité et les effets de parois froides. Donc là, on va avoir un ensemble de dispositifs qui vont être, d'une part, d'enlever les enduits ciment qu'on a généralement mis sur ce genre d'édifice, en y posant des nouveaux enduits perméants et capillaires, travailler évidemment sur la ventilation, soit naturelle ou mécanique, de ces espaces de vie, et de travailler sur les types de matériaux qu'on vient appliquer sur les revêtements intérieurs pour lutter contre les effets de parois froides. Il y a notamment, dans cette stratégie, un élément qu'on n'a pas évoqué, qui est du coup le lien entre le bâti et le paysage. Alors pour ça, évidemment, tous les acteurs sont plutôt d'accord qu'il est nécessaire de considérer l'ensemble, puisque le bâti ne peut pas être décorrélé de son environnement, il n'est pas isolé de son environnement. Cependant, ce qu'on peut remarquer, c'est que généralement, cette question de la végétation et du paysage est plutôt abordée d'un point de vue de la thermique, donc c'est-à-dire planter des arbres sur la façade sud pour créer de l'ombrage, pour pas avoir trop chaud, ou bien planter des haies pour couper les vents dominants, pour briser ce genre de phénomène. Mais du coup, on va pas forcément avoir une réflexion plus large sur le lien entre paysage et bâti ancien. Et donc pour ça, je vous propose du coup de vous raconter un petit peu ce que fait une association que je suis sur le territoire breton, qui est l'association Thiès-Brèze Maisons et Paysages de Bretagne. Donc c'est une association qui a été créée en 1969, dont l'objet est donc la protection du patrimoine ordinaire rural et de ses paysages et la sauvegarde des savoir-faire constructifs et de gestion qui y sont associés. Donc c'est une association bretonne qui se démarque dans le paysage associatif, notamment parce qu'elle propose des activités à la fois de sensibilisation, de formation au grand public, aux professionnels et de conseils aux particuliers, à la fois par téléphone et en présentiel. Et donc, de par l'ensemble de ces activités, finalement, elle se démarque vraiment et constitue une référence locale sur ces sujets-là. L'association œuvre donc principalement sur ce qu'on appelle le patrimoine ordinaire rural, et le terme de rural est important parce que il se distingue des réflexions qu'on a dans le milieu, en domaine urbain, on va dire. En gros, en milieu urbain, évidemment, on a une réflexion à la parcelle également de la gestion des eaux pluviales, mais on est plutôt dans une réflexion de temporiser l'écoulement de ces eaux pluviales avec des différents types de bassins, espaces tampons, toitures végétalisées. Mais du coup, cette réflexion-là n'est pas portée, en tout cas en milieu urbain, dans les stratégies d'intervention pour la rénovation énergétique, ce que l'association, en tout cas, propose ici. Je tiens à préciser aussi que l'association étant ancienne, elle n'a pas toujours tenu le même discours. À son origine, elle avait une doctrine plutôt patrimoniale et ne cherchait pas forcément la performance énergétique ni le confort thermique. Et c'est seulement à partir des années 2010 où finalement on voit un renouvellement des membres de son bureau, des salariés, des bénévoles, avec des personnes qui sont plutôt issues des milieux de l'éco-construction, de la gestion des espaces naturels, de la biodiversité, qui du coup vient enrichir et faire évoluer les doctrines propres à l'association, qui sont du coup une évolution à la fois sociétale, comme on l'a vu depuis ce matin, mais également propre à l'association. Et ces réflexions-là, de Thiès-Brèze, elles tiennent aussi compte en fait d'une interdisciplinarité, c'est-à-dire que son statut associatif lui permet d'avoir des personnes avec des compétences très larges, à la fois à travers ses formateurs, à travers ses bénévoles, mais également à travers les partenariats qu'elle mène avec d'autres associations, donc par exemple la LPO, le groupe Mammalogie breton, ou d'autres associations sur des questions de biodiversité. Et donc c'est l'ensemble de cette réflexion-là qui lui permet d'avoir une réflexion sur le paysage. Alors du coup, on va me dire, mais du coup, quelle est cette fameuse méthode ? Eh bien, disons que pour remettre donc, le bâti ancien dans un état sain, la première des choses sur laquelle travaille
l'association, c'est de comprendre le contexte originel d'implantation du bâti ancien pour en définir quelles sont les forces et les contraintes auxquelles le bâtiment devait répondre à l'origine de sa construction. Et donc finalement la première des modifications de contexte d'implantation que l'association voit de manière nette, c'est celle de la disparition des bocages. Et c'est là où elle débute sa réflexion. Pour le resituer, la disparition des bocages est évidemment liée à la politique de comment on appelle ça ? Remembrement, merci, c'est ça, de remembrement des années 50, 60, 70. Et donc rien qu'en Bretagne, entre 1955 et 1975, 220 000 km linéaires de bocage ont été supprimés. Et encore aujourd'hui, je lisais encore que sur les 10 dernières années, 160 km linéaires ont disparu. Et donc finalement, tout ceci impacte fortement, et bien évidemment, d'une part l'agriculture, mais aussi la biodiversité, les trames vertes et bleues, mais également du coup le fonctionnement hydrique des sols, c'est-à-dire que les bâtiments que vous voyez par exemple sur ces photos, donc là c'est un de mes terrains de recherche dans le centre Bretagne, dans les Côtes d'Armor, on voit ici donc en fait qu'à peu près les 2/3 du linéaire de bocage ont disparu. Et bien finalement, le ruissellement des eaux pluviales, quand il arrive sur les bâtiments, et bien aujourd'hui, il est beaucoup plus fort que ce qu'il n'était à l'origine de la construction de ces édifices-là. Et donc finalement, c'est un travail d'hydrologie régénérative, on va dire, que l'association propose, c'est-à-dire, donc il n'y a pas de grand mystère, hein, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que vous regardez donc déjà où se situe le bâtiment, est-ce qu'il est en flanc de colline ou en fond de vallée. Vous allez par jour de pluie sur le terrain voir quel est le sens d'écoulement des eaux pluviales, et à ce moment-là, vous proposez, enfin l'association propose en tout cas à ses stagiaires, à ses membres, du coup la réalisation d'un ensemble de talus boisés, ce qu'on appelle aussi des baissières en termes d'hydrologie, de paysage, pardon. Comment dire, et donc c'est d'abord une réflexion de comment gérer au niveau de la parcelle le ruissellement des eaux pluviales pour ensuite assainir le bâtiment et pouvoir intervenir de manière plus saine sur celui-ci. Alors le travail de l'association n'est pas suivi scientifiquement, il n'y a pas forcément de retour là-dessus, d'expertise. Pour autant, voilà, le fait que c'est une association qui aujourd'hui est historique bénéficie de beaucoup de retours d'expérience de la part de ces bénévoles, de ces formateurs. Et d'un autre côté, le sujet du bocage est également un sujet scientifique dans lequel il y a encore des incertitudes. Mais malgré tout, on sait quand même qu'il y a un certain nombre d'impacts environnementaux non négligeables sur les territoires, donc qui sont à la fois du coup une influence sur le bilan hydrique, donc des paysages ruraux, en limitant les ruissellements vers les fonds de vallée, le fait que ça permet de retenir les minéraux et d'éviter l'érosion des sols. On a aussi du coup une participation, maillage de la trame verte, de la trame bleue, développement des réseaux mycéliens sur les espèces forestières, mais on a également une influence sur les taux d'évapotranspiration et les taux de précipitation du coup des territoires en aval. Alors je reviendrai pas forcément dessus tout de suite, mais en tout cas, dans un contexte de changement climatique, en fait, cette notion d'impact sur l'évapotranspiration, elle est hyper importante. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, on sait que le climat breton également est en train de changer et que malgré toutes les pluies qu'on peut avoir, il pleut souvent quand même en Bretagne, on a malgré tout un assèchement des sols en été et une gestion plus forte des eaux en hiver. Et donc finalement, intervenir sur le paysage et intervenir sur ces éléments-là paysagers permet à la fois d'avoir un impact sur le bâtiment, mais également beaucoup plus large sur le climat dans lequel il s'inscrit. Un autre élément, et bon, du coup je vous ai mis une verbatim d'un entretien que j'avais fait avec un des formateurs de Thiès-Brest, voilà, qui du coup la carte paysagère est une carte qui ne coûte pas cher et qui est facile à mettre en œuvre, et donc qui est du coup le premier élément que l'association met en œuvre dans ses diagnostics et dans ses stratégies d'intervention. Du coup, un autre élément qui vient mis en avant par l'association, c'est finalement l'impact de cette réflexion sur les bocages en tant qu'espace de production d'une ressource renouvelable, c'est-à-dire que
Les bocages, il y a aussi la problématique de leur entretien aujourd'hui, qui est principalement assuré par les agriculteurs et qui leur pose problème. Et donc dans ce cadre-là, finalement, il y a une réflexion à se dire que les bocages ne sont pas simplement un patrimoine écosystémique, mais ils sont également un patrimoine immatériel de connaissance, de gestion et d'entretien. Donc dans ce cadre-là, l'association n'hésite pas à proposer, c'est en général une proposition, il me reste 3 minutes, ok j'accélère, une proposition à ces bénévoles de recourir par exemple à ce qu'on appelle les chèvres des fossés pour l'entretien de ces bocages, et en tout cas de proposer aussi une source potentielle de filière de bois d'œuvre justement pour l'avenir. Donc finalement l'association invite ces stagiaires à une réflexion assez large au-delà de simplement l'enveloppe thermique ou de drainer le terrain, mais vraiment de pousser la réflexion à quels sont l'ensemble des impacts écosystémiques que leur projet de rénovation peut avoir. Et qui vient en fait se raccorder aussi avec la dernière doctrine qu'on a évoquée tout à l'heure, celle justement sur les paysages ruraux comme patrimoine en tant qu'espace de production d'une ressource renouvelable. Et donc vous allez me dire comment on fait le pont avec ce qu'on a vu au tout début sur justement le diagnostic de performance énergétique. En fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est de se reposer la question en quoi ces dispositifs réglementaires, qui sont des dispositifs finalement généralisés à l'ensemble de la France, avec quelques assouplissements juridiques, on l'a vu, mais finalement, dans le contexte breton, alors je tiens à dire, quand on ne connaît pas le contexte, on a du mal à s'imaginer que l'humidité est vraiment un problème en soi, qu'on n'a pas forcément dans toutes les régions. Alors peut-être qu'en Normandie, ça l'est aussi, je ne connais pas suffisamment la Normandie, mais en tout cas, cette réflexion sur l'humidité est vraiment quelque chose de très important, la gestion de l'eau. Et donc du coup, ça vient interroger finalement ces outils réglementaires en se disant que ce soit le diagnostic de performance énergétique ou l'audit, finalement, il n'y a que très peu d'éléments qui prennent en compte cette question de la gestion de l'eau. À part le système de ventilation, prise d'air dans les fenêtres. Donc aujourd'hui, le maître mot qui est donné notamment par l'ADEME finalement sur cette question-là, c'est isolation, gestion de l'humidité, alors que comme on l'a vu finalement, l'ensemble des acteurs du bâti ancien s'accordent à dire qu'il est nécessaire d'abord de travailler sur la gestion de l'eau avant de travailler sur les autres postes. Et ça vient aussi interroger finalement les subventions du dispositif France Rénov', c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes éligible à ces subventions, finalement vous avez des subventions sur le lot fenêtre, ventilation et isolation, mais finalement vous n'avez rien sur justement par exemple un hérisson ventilé pour assainir votre pied de bâtiment ou sur une intervention paysagère qui coûterait peut-être moins cher. Et donc finalement, on se retrouve avec un risque finalement de voir des désordres futurs non gérés et impensés dans le bâti ancien dans les années à venir. Conclusion. Donc finalement, en quoi ça nous interroge tout ça? Donc d'une part par rapport à la question qu'on s'est posée au tout début, donc finalement le travail, le positionnement de ces associations-là finalement va dans le sens des doctrines qu'on a évoquées, même elle s'appuie sur ces doctrines-là. Elle vient enrichir aussi les méthodes de diagnostic qu'on a évoquées, complétant par cette approche paysagère et de l'écosystème. Et donc là-dessus, s'il y a des gens qui sont intéressés par le sujet, j'ai quelques pistes de recherche ouvertes que j'ai mises, qui sont donc d'évaluer en effet l'effet de cette approche hydrologique par les talus plantés sur justement la gestion de l'humidité dans le bâti ancien et le confort ressenti, évalue aussi les types de plantations sur le bilan hydrique des sols, parce que quand on parle de plantation, en fait il y en a certaines qui vont avoir tendance à plus pomper l'eau, on va dire, dans les sols ou avoir plus d'évapotranspiration. Donc quel type de plantes dans ces bocages-là permettent d'arriver aux résultats qui sont recherchés, puis aussi du coup expérimenter justement cette filière de bois d'œuvre pour valoriser les bocages. Mais enfin, ce qu'il y a à retenir surtout, c'est l'impact de cette réflexion, de ce qu'on vient de voir sur les processus réglementaires de la rénovation énergétique. Donc d'une part, comme l'ensemble des acteurs le souligne et le demande, en fait, il est nécessaire de réaliser ou d'élaborer un diagnostic de performance énergétique qui serait spécifique au bâti ancien.
Donc l'ensemble des acteurs du patrimoine, mais également les syndicats de diagnostiqueurs réclament cette adaptation par rapport aux contraintes qu'on vient d'évoquer. Mais il serait également bien de faire aussi évoluer les travaux qui seraient éligibles à ces aides-là pour tenir compte de spécificités régionales, parce que là on vient de parler de la Bretagne, mais je pense qu'il y a d'autres climats qui ont aussi besoin, à mon avis, de spécificités locales. Et puis ce qui serait aussi intéressant finalement, c'est de sortir de cette réflexion purement performantielle et thermique pour se dire que la rénovation énergétique sur ce bâtiment ancien-là, et puis on pourrait aussi l'étendre plus largement, en fait, elle pourrait être beaucoup plus large et toucher beaucoup plus de domaines, interdisciplinarité, ce qu'on disait ce matin, et donc intégrer les questions de paysage aux stratégies d'intervention, et donc qui serait en somme toute à la fois une nécessité, comme on l'a vu, mais aussi une opportunité d'élargir les réflexions de la rénovation énergétique. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je propose qu'on procède comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on enchaîne les deux interventions et qu'on rassemble les questions à la suite. Donc cette fois-ci, on accueille une autre doctorante qui est Marianne Rodriguez, qui est, elle, doctorante au LRA à l'ENSA de Toulouse. Et qui va nous proposer une intervention intitulée Revitalisation, une nouvelle approche des patrimoines en centre ancien. Est-ce que la projection est sur Donc bonjour à tous. Dans un premier temps, je souhaitais déjà remercier l'organisation de me donner la possibilité d'intervenir ici aujourd'hui et dans ce séminaire dont l'intitulé fait absolument sens avec les enjeux de mon travail. Je vais me présenter juste un tout petit peu. Donc je m'appelle Marianne Rodriguez, je suis doctorante à l'école d'architecture de Toulouse, en 3e année sous contrat doctoral du ministère de la Culture. Et donc, la communication que je vais vous présenter se nourrit en effet de la thèse que je suis en train de préparer, intitulée « Vers une articulation des processus de patrimonialisation et de revitalisation des petites villes pour une revalorisation des territoires ruraux, l'exemple nord-midi-pyrénéen ». Donc, ce travail de thèse vise à étudier les relations entre les processus de patrimonialisation et de revitalisation des petites villes rurales dans un contexte où ce que l'on appelle l'aménagement du territoire se retrouve remis en question. Ainsi, donc, les politiques urbaines de revitalisation des centres anciens, appuyées par les lois climat et résilience et ZAN, dont on a déjà parlé ce matin, tentent d'amorcer un changement de paradigme concernant la fabrique de la ville. En effet, les efforts déployés à l'aménagement urbain laisse désormais place à la réhabilitation et à la restructuration des quartiers anciens, où le bâti, son architecture et ce qu'il génère dans ses dimensions urbaines et paysagères deviennent le matériau premier du projet. Ce nouveau regard sur la ville fait ainsi évoluer notre rapport à la vacance, qui se présente alors comme une opportunité liée à la ressource foncière qu'elle propose, mais également notre rapport au patrimoine dans notre façon d'appréhender ses caractéristiques constructives, typologiques, esthétiques et symboliques, qui se dessinent alors comme des ressources pour projeter la ville de demain. En effet, François Choët nous rappelle que le passé, même le plus matériel, ne nous apparaît qu'à travers les lunettes du présent, c'est-à-dire les problématiques dans lesquelles nous sommes engagés ici et maintenant. Cela signifie alors que les intentions politiques portées par les enjeux environnementaux et sociaux que nous traversons induisent, au travers des dynamiques urbaines qui en découlent, une recomposition des valeurs patrimoniales. Nous faisons ainsi l'hypothèse que les qualités patrimoniales mises en exergue dans les actions de revitalisation des centres anciens seraient, selon divers cas de figure,
sélectionnées, hiérarchisées ou bien réinterprétées au regard des liens convergents qu'elles sont capables de nouer avec nos préoccupations contemporaines. Et cette hypothèse s'appuie ainsi sur la transition qui s'est opérée au sein des doctrines de gestion du patrimoine d'une politique de conservation à une politique de mise en valeur fondée sur la réhabilitation et la transformation dans une perspective d'adaptation des tissus anciens aux normes environnementales et de confort actuels. Ainsi, alors que les SIAM avaient cultivé l'idée d'une obsolescence des tissus anciens face aux progrès techniques et sociaux des sociétés occidentales, Marina Rotolo explique que la ville ancienne patrimoniale est désormais associée à l'image d'une ville résiliente et dynamique, synonyme de lenteur, de frugalité ou d'adaptation. Cette approche de la ville ancienne nous ouvre ainsi à une nouvelle lecture de ces patrimoines et offre la possibilité de réinterroger les concepts qui y sont associés. Nous avons en effet vu évoluer les outils de protection du patrimoine qui tentent de manière croissante à faire émerger au sein des documents de gestion des qualités patrimoniales environnementales ou encore sociales. Et cette tendance est notamment mise en avant par différents ouvrages que je vous ai mis juste là. Donc de ce fait, la valeur du tissu urbain semble aller bien au-delà de sa compétence esthétique à générer un ensemble de constructions homogènes dont les entités sont souvent qualifiées de manière peu valorisante de petits patrimoines ou de bâtis mineurs. Donc pour appréhender cette architecture des centres anciens en tant que ressource, nous nous attacherons à étudier la confrontation entre les patrimoines et les dynamiques urbaines qui s'y rencontrent au travers de différents exemples extraits d'un corpus de petites villes situées dans le Quercy et dans le Rouergue. Ces petites villes, choisies pour leur positionnement au sein d'un contexte rural, ont la particularité d'être toutes dotées d'un site patrimonial remarquable et de participer à un programme national de revitalisation, Petites Villes de demain ou Action Cœur de Ville. Donc ces programmes représentent une véritable opportunité de tester et de mettre en question les outils patrimoniaux, notamment le site patrimonial remarquable, afin de rendre compte des tendances en termes de patrimonialisation et de gestion des patrimoines, ainsi que des mécanismes d'adaptation relatifs à cet outil. Donc la méthodologie de la thèse, dont sont extraits les exemples qui vont suivre, est fondée sur l'élaboration d'un atlas. Celui-ci s'appuie sur plusieurs références théoriques issues d'une double approche, top-down et bottom-up, telles que les travaux de l'atelier Secchi Vigano, les recherches sur l'architecture de la grande échelle ou encore les travaux des territorialistes italiens. Le but étant de replacer cette étude des dynamiques urbaines et patrimoniales des centres anciens dans leur territoire par le biais d'une approche transcalaire. Donc, cet atlas se décline à plusieurs échelles, le grand paysage, l'espace urbanisé de la ville et le centre ancien. De plus, chaque échelle est reliée à un repérage de micro-situations. Ces micro-situations donc, sont une manière d'incarner les problématiques en les raccrochant à des situations concrètes qui font résonner la grande et la petite échelle. Donc, au regard des axes thématiques et des ambitions qui sont portés par les programmes de revitalisation dont il est question, les enjeux semblent converger vers une amélioration de l'habitabilité des centres anciens. Or, cette notion est définie par le glossaire de l'ENS de Lyon comme étant un néologisme qui qualifie l'ensemble des conditions de l'habiter, où cet habiter renverra à une idée plus large que l'idée de résider. En effet, l'habiter est défini par Heidegger comme le trait fondamental de l'être, et serait en quelque sorte sa manière d'être au monde, produit d'une interaction entre l'homme et l'espace. Ainsi, la production de l'habiter serait toujours liée à un territoire. Jacques Lucan précise en effet que pour Heidegger, habiter veut toujours dire occuper un lieu délimité, qui a nécessairement rapport à une relation locale et enracinée. Nous apprendrons donc par la suite de cette communication l'articulation entre patrimoine et revitalisation au prisme de la notion d'habiter, au regard de 3 thématiques: typologie, usage et dimension vernaculaire du patrimoine bâti, mobilité, parcourir la ville, pratiquer le territoire, et enfin de l'espace extérieur privé au grand paysage, en passant par l'espace public, la relation au dehors et à la nature.
Donc tout d'abord, la thématique typologie, usage et dimension vernaculaire du patrimoine bâti vise à confronter les différentes typologies du bâti ancien aux qualités d'usage qu'il propose et aux modes de vie contemporains, mais également au regard de leurs propriétés vernaculaires. Or, l'architecture vernaculaire des centres anciens peut être qualifiée au prisme des types qui y sont développés et par les liens que ces types entretiennent avec leur milieu, c'est-à-dire la production des matériaux, les principes constructifs, les dispositifs spatiaux, et avec la société qui les édifie, donc c'est-à-dire la question des savoir-faire et des modes de vie. Et afin d'illustrer donc cette thématique, nous pouvons nous appuyer sur une première micro-situation du centre ancien de Figeac, qui rend compte d'un projet de réhabilitation de 3 entités architecturales en logements sociaux, s'inscrivant dans le programme Action Cœur de Ville avec des aides de l'ANA, d'Action Logement et de la commune. L'une des entités est une maison de la fin du XIXe siècle, en pierre, enduite avec un toit en ardoise et 2 petites maisons médiévales traditionnelles avec des boutiques installées dans un rez-de-chaussée en pierre surmonté d'étages en pan de bois avec un soleilloux au dernier étage. Donc si l'on se concentre sur la partie médiévale de la réhabilitation, concernant les 2 petites maisons, on peut voir un travail typologique très intéressant, qui tire profit des qualités des typologies et dispositifs spatiaux d'origine, tout en les réinventant au regard des nouvelles exigences de confort, ainsi que des contraintes amenées par les canaux de financement et par le PPRI. Car la complexité de l'opération fut aussi liée à la nécessité de rehausser le rez-de-chaussée de 1 mètre jusqu'à la cote du PPRI, car on se situe à cet endroit en zone inondable. Cela a entraîné une réflexion sur le dessin des ouvertures des anciennes boutiques afin de conserver visuellement leurs proportions, avec pourtant un plancher plus haut de 1 mètre. Par ailleurs, les 2 duplex profitent des 2 portes d'entrée des maisons d'origine, l'une côté rue pour le premier duplex et l'autre côté place, menant à l'étage. On remarque que le séjour du premier duplex, situé en rez-de-chaussée, a été mis en lien avec la cour, constituant son espace extérieur privatif, tandis que les parties jour et nuit du 2e duplex ont été inversées afin de mettre en lien le salon avec le soleilloux. Donc on remarque également que chaque espace profite d'une lumière naturelle et de vue au moyen d'une double, voire même d'une triple orientation. C'est ainsi dans ces jeux d'opportunités et d'adaptation que se joue le travail de l'architecte. Nous pouvons ainsi retenir de cet exemple que la valeur d'usage a largement guidé le projet de réhabilitation et met en évidence comme qualité, d'une part, les éléments propices à favoriser le confort des occupants au regard des exigences contemporaines, la lumière, la présence d'un espace extérieur, ou encore l'aspect qualitatif et la performance énergétique des matériaux. En revanche, les spatialités anciennes, caractérisées par des espaces très petits et cloisonnés dans leur configuration initiale, malgré cette dimension historique, n'ont pas été retenues comme des qualités dans le projet, car en désaccord avec les normes de confort actuelles. Par ailleurs, les exigences en termes de conservation et de réhabilitation des éléments extérieurs, donc c'est-à-dire les façades, semblent davantage élevées au regard de leur caractère de bien commun. Comme c'est le cas dans cet exemple, les rez-de-chaussée qui habitaient autrefois les boutiques subissent des changements d'usage, notamment dans des quartiers ou des rues qui n'ont plus de vocation commerciale. Ceux-ci se transforment en lieux partagés, en locaux associatifs ou encore en garages afin de répondre aux besoins dont il est question dans les petites villes. Cependant, cette politique de transformation doit être pensée au regard d'un schéma global afin de ne pas observer, comme c'est le cas par exemple à Bretenoux, donc juste sur le schéma de gauche, des portes de garage dont les arcades des boutiques bordent la place principale. Par ailleurs, certaines typologies semblent également plus difficiles à réhabiliter que d'autres, car les liens entre la typologie d'origine et les exigences de confort actuelles semblent peu évidents. On peut citer un exemple assez spécifique aux petites villes qui présentent dans leur centre ancien des vestiges d'une architecture très rurale, avec parfois des granges, des étables ou des lieux de stockage directement issus de l'activité agricole. En effet, à Bretenoux, dans la rue des Vieilles Granges, beaucoup d'entre elles sont vacantes. Il reste là donc encore un travail important à faire pour montrer le potentiel de transformation de ces typologies au prisme de leur qualité patrimoniale pour les rendre appréhendables en tant que ressources. Ensuite, il existe également un autre cas de figure que l'on peut difficilement associer à un type au regard de l'état de dégradation auquel il fait écho, ce sont les ruines.
La totalité des villes étudiées présentent des ruines. Symbole de l'altération de la ville par le temps, les ruines possèdent une forte valeur d'ancienneté et leur présence peut être connotée de manière plutôt positive ou négative, selon si on les regarde d'un œil poétique ou plutôt hygiéniste. À ce titre, plusieurs postures émergent. D'une part, la conservation et la mise en valeur des ruines est une piste qui a été suivie par exemple à Gourdon, où on est venu les aménager en jardin public. Ou encore à Saint-Antonin-Nobleval, où l'architecte Caroline Bernard est venue dessiner au creux des ruines une habitation toute en bois, comme une cabane, au sein de ce milieu hostile. D'autre part, on choisit parfois la démolition dans l'optique de réutiliser l'espace pour une nouvelle construction, ou afin, comme c'est le cas à Villefranche-de-Rouergue, de créer des espaces extérieurs privés où la ruine représente alors une opportunité d'aérer le tissu urbain. Enfin, la dimension vernaculaire des patrimoines du centre ancien constitue également une ressource au regard du rôle qu'il joue dans le maintien des filières, des savoir-faire et des connaissances constructives vernaculaires qu'elle renferme. Si l'on prend l'exemple de la filière pierre à Bretenoux, on peut noter la présence de plusieurs carrières à moins de 10 km, ainsi que des professionnels qualifiés, donc des tailleurs de pierre, des entreprises de maçonnerie, qui se sont notamment illustrés dans la restauration des remparts de la ville. Nous allons maintenant évoquer la thématique mobilité, pratiquer la ville, parcourir le territoire. En effet, alors que la voiture semble encore un élément dont on ne peut pas se passer dans les campagnes, les mobilités sont au cœur des problématiques auxquelles sont confrontés les centres anciens des petites villes. Pourtant, paradoxalement, la gestion de la voirie est une compétence bien ancrée de ces petites villes. En effet, contrairement aux actions sur le bâti privé, plus délicates au regard de la difficulté que représente la maîtrise du foncier, les mobilités sont une thématique qui semble moins effrayer les collectivités. C'est pourquoi on retrouve dans les programmes de revitalisation une multitude d'actions qui y sont liées. Cependant, c'est tout de même un enjeu au sein duquel la tension entre le tissu ancien et notre mode de vie contemporain est très forte. Par exemple, dans la rue principale de la Bastide, de Bretenoux, malgré un nouvel aménagement de sol, le stationnement des voitures occupe toujours la moitié de la voie, empêchant le développement du commerce. Ou encore, on vient trouver le long des venelles piétonnes toute la technique rejetée à l'arrière des maisons, bruyante et encombrante, provoquant une atmosphère désagréable au sein d'une voie qui aurait pourtant le potentiel d'offrir une entrée secondaire intime où se tissent les liens de voisinage. Dans d'autres villes, comme à Gourdon, les voies secondaires font l'objet de fléchages pour les mobilités douces, permettant de créer un itinéraire bis plus qualificatif pour pratiquer la ville. Ces itinéraires sont également choisis en fonction de repères qui les ponctuent et des perspectives qui les guident, annonçant une nouvelle pratique de la ville qui ne serait pas uniquement fondée sur l'idée rationnelle de se rendre d'un point A à un point B, mais privilégiant un rapport au contexte sensible. Le trajet devient alors un parcours qui participe à la patrimonialisation de la ville. En effet, Fabio Merlini explique que lorsque l'on appréhende nos trajets uniquement selon la préoccupation de son optimisation spatio-temporelle, on perd ainsi une certaine expérience de l'habitabilité, car nous ne serions pas en condition pour percevoir l'espace que nous traversons. Dans ce cas, l'architecture des centres anciens, formant le tissu urbain au sein duquel se dessinent ces singularités, semble se présenter comme une ressource visant à guider l'organisation des mobilités dans un cadre de vie apaisé et une expérience plus riche de l'habité. Enfin, nous allons aborder la thématique donc, de l'espace extérieur privé et jusqu'au grand paysage, en passant par l'espace public. En effet, donc, la relation à la nature de manière générale et à l'espace extérieur à l'échelle domestique est devenue un besoin fondamental dans nos modes d'habiter, d'autant plus depuis la crise sanitaire du Covid-19. C'est une exigence motivant de nombreux citadins chaque année à venir s'installer en milieu rural et qui participe à un certain regain d'intérêt des campagnes. Cependant, si les petites villes entretiennent des liens évidents avec leur environnement naturel, permettant l'établissement de relations entre la ville et la campagne, les centres anciens, de par leur densité, ne permettent pas toujours d'offrir à leurs habitants un espace extérieur. Tout d'abord, nous pouvons évoquer à nouveau le cas de la création d'espaces extérieurs rendus possibles
comme à Villefranche-de-Rouergue, par la présence de ruines ou par la destruction de bâtis très dégradés. Cette action interroge cependant le rapport à la densité. En effet, sous l'impact de la loi ZAN, notamment, la tendance vise davantage à densifier les emprises constructives plutôt qu'à les dédensifier. En revanche, dans certains cas particuliers, comme à Villefranche, où la densité bâtie est extrême, la priorité va au confort des habitants et à la végétalisation du centre, de manière à favoriser les qualités d'usage, proposer des espaces extérieurs et aérés pour éviter les îlots de chaleur. Par ailleurs, lorsque la création de jardins est impossible, d'autres alternatives sont mises en œuvre et viennent tester les limites des outils patrimoniaux. C'est l'exemple à Saint-Antonin-Nobleval, avec la création d'un soleilloux qui n'avait en premier lieu pas été autorisé par l'ABF, car cela signifiait de démolir un morceau de mur du XIVe siècle. Cependant, dans l'intérêt de la réhabilitation du bâti, et afin que les habitants puissent trouver dans cet immeuble les qualités d'usage pour l'habiter, un compromis a été trouvé entre l'ABF et l'architecte pour mener à bien le projet et permettre la création du soleilloux. Dans ce cas particulier, le soleilloux est un espace extérieur couvert qui n'existait pas au sein de la typologie du bâti en question. Cependant, de nombreux immeubles en sont équipés dans le centre ancien de Saint-Antonin. Il se présente alors comme un dispositif permettant d'allier tradition spatiale et constructive et gain de confort dans l'habitat. C'est ainsi que l'aménagement de soleilloux est devenu affijac, presque un réflexe dans chaque réhabilitation, sous l'impulsion des préconisations du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Cependant, lorsque la création d'espaces extérieurs privés n'est pas rendue possible par la configuration du bâti ou par les exigences des règlements, l'espace public prend une dimension différente et se projette comme continuité de l'espace privé. Cela pose la question de son appropriation. En effet, dans une tradition très rurale, on voit prendre place à différents lieux de la Bastide de Bretenoux des bancs que les habitants installent devant leur habitation, à l'ombre d'un auvent ou d'une glycine. Cette pratique, plus propice à l'interaction sociale, semble atténuer les limites entre le privé et le public et fait perdurer par la même occasion une pratique ancestrale dont la prise en compte par la patrimonialisation pourrait donner les pistes d'action pour l'aménagement du centre. Par ailleurs, certaines microsituations nous montrent que les solutions peuvent également être trouvées à l'extérieur du centre ancien. À Caylus, par exemple, les jardins en terrasse, faisant l'objet d'une patrimonialisation grâce à la mise en place d'un site patrimonial remarquable, sont identifiés comme des espaces extérieurs détachés du centre, pouvant être appropriés par la population vivant dans ce centre ancien. Et donc pour conclure, dans cette communication, il n'était donc pas question non seulement de l'architecture comme ressource, mais plus précisément du patrimoine comme ressource. Cette approche nous a permis de montrer deux choses. D'une part, que les patrimoines des centres anciens nous livrent une compréhension des relations vertueuses entre les hommes, leur mode de vie et le milieu qu'ils habitent au prisme des modes constructifs, des typologies et des dispositifs et des savoir-faire qu'ils y développent. Et d'autre part, qu'il est possible d'envisager différemment les qualités patrimoniales au regard des enjeux auxquels nous sommes soumis, induisant une recomposition des valeurs et donnant davantage de place à la valeur d'usage. Celle-ci semble alors un prisme intéressant pour évaluer la capacité de transformation des patrimoines dans l'idée de mettre en évidence leur dimension de ressources pour le projet. Voilà. Je vous remercie. Je reste là. Oui, ok. Merci. Ça va pas mieux marcher avec moi qu'avec les autres. Merci beaucoup pour ces deux interventions très complémentaires, me semble-t-il, pour investir la question du patrimoine ancien en territoire rural. Et merci pour les interventions extrêmement claires et dans un tempo parfait, qui, comme tout à l'heure, nous laisse le temps des discussions. Alors, je vous propose de peut-être d'abord donner la parole à la salle, qui se manifeste avec Laure.
Merci pour ces deux interventions extrêmement intéressantes et qui ressoulèvent la question qui a été soulevée au début, c'est-à-dire qu'effectivement on a répondu à un appel qui portait sur la ressource, l'écologie et l'architecture et que nous répondons quasiment tous par la question patrimoniale. Et je pense qu'en fait les sujets d'écologie et de ressources sont extrêmement pertinents et actuels, mais peut-être qu'on parle de patrimoine parce qu'en tant qu'être humain on a besoin de parler de choses qui nous dépassent, de choses qui sont de l'ordre du symbole, de la mémoire et de la valeur, et que sans ça, on peut pas réfléchir, quoi. J'ai l'impression que nous, on était déjà, les 2 premières conférences, on est une génération jeune, mais bon, on a déjà fini nos thèses depuis 10 ans, et vous, vous êtes en train de faire votre doctorat, et en fait, vous portez encore plus loin des sujets que nous, on commence, ou sur lesquels on travaille aujourd'hui, mais sur lesquels on n'a pas travaillé pendant nos doctorats. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais vous avez tous les deux abordé la question du bâti par le prisme du patrimoine. Je ne sais pas quel est votre ressenti sur ce sujet. D'accord. Excusez-moi. C'est marrant parce que moi j'ai l'impression que justement on parle plus strictement de patrimoine. Et voilà, et c'est ça que je trouve intéressant et je ne m'attendais pas justement à ce que certaines dimensions soient évoquées qui dépassent, je dirais, l'approche patrimoniale et qui remettent vraiment dans un contexte plus large, plus systémique et où le patrimoine fait partie d'un système bien plus complexe que le patrimoine à strictement parler. Et je me demande même, au bout d'un moment, est-ce qu'on doit continuer de parler de patrimoine ? C'est vraiment un peu provocation, mais voilà. Est-ce que tu veux répondre comme n'importe. Merci pour les questions. Alors, une chose est sûre, c'est qu'on est dans un contexte, je pense que tu l'as très bien dit, en fait, de surpatrimonialisation. Aujourd'hui, on a tendance finalement à patrimonialiser presque tout. Mais je pense que c'est aussi, comment dire, ça donne, comment dire, ça interpelle sur la société dans laquelle on est. C'est-à-dire que, en tout cas, dans le cadre de ma recherche sur la question de la rénovation énergétique, mais aussi finalement dans la tienne, finalement, on va dire que, par exemple, les maisons Phoenix, qui sont un peu passe-partout, on va dire, qu'on vienne l'isoler par l'extérieur avec du polystyrène, avec une plaque extérieure, finalement, bon, faire du moche sur du moche, il n'y a pas grande perte, donc finalement personne ne se bat pour. Mais par contre, justement, ces édifices qu'on nomme du coup patrimoine ordinaire, qui jusque-là, des associations se battaient pour leur réhabilitation, pour pas qu'elles tombent en ruine et des choses comme ça, mais qui restaient néanmoins, comment dire, un petit peu un impensé, ou en tout cas pas forcément le type de bâtiment vraiment sur lesquels on s'intéressait, on se concentrait, pour qu'on y voit un peu plus clair. Et finalement, je pense qu'on est aussi dans ce contexte de surpatrimonialisation parce qu'on est dans un contexte d'augmentation du contexte législatif qui demande à intervenir sur l'ensemble du parc bâti, et donc du coup avec ses côtés positifs mais aussi tous les côtés négatifs qu'on peut voir, et qui du coup fait naître le risque de dérapage et de perte de ces édifices-là. Alors que du coup, qu'on les catégorise comme patrimoine, qu'on leur mette cette étiquette-là, peut-être que c'est nécessaire pour que ça interpelle. Si on parlait juste de nos bâtiments de nos villages, peut-être qu'on se dirait oui, bon, bah, c'est pas bien grave. Du coup, j'ai pas forcément vraiment une réponse complète à formuler, mais je pense que en effet, on a tendance à tout mettre sous l'enveloppe patrimoine. Alors, je te regarde pas parce que sinon j'ai un torticolis, je suis désolé. On a tendance à tout mettre sous l'étiquette patrimoine parce qu'on est dans un moment où on a besoin aussi de se raccrocher à certaines identités territoriales suite à la mondialisation, des choses comme ça, et aussi parce qu'on est dans un contexte de risque de disparition de ces éléments architecturaux. C'est une réponse un peu de jésuite que je fais, mais... Et je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que oui, on a abordé la question de l'existant par le prisme du patrimoine, et je dirais aussi plus particulièrement par la question du bâti vernaculaire,
donc cet aspect-là du patrimoine. On n'a pas, il me semble, parlé encore de patrimoine 20e. Donc, parce que, à mon avis, ça vient dans l'idée que derrière ce patrimoine, en fait, on va rechercher aussi une forme de bon sens ou de manière de faire de l'architecture qui va davantage, qui répond davantage aux enjeux auxquels on est aujourd'hui confronté. Et qui justement alors pardon, je me confonds un peu, mais je pensais aussi à autre chose, c'est que on a parlé aussi de formation tout à l'heure, et justement que l'existant venait petit à petit. Je sais que par exemple dans les masters qui sont proposés, il y a de plus en plus d'ateliers de projets qui proposent d'intervenir sur de l'existant, mais certains vont parler de déjà là, et d'autres vont parler de patrimoine. Et donc c'est vrai qu'on a un petit peu ces deux voix qui parfois sont un peu en confrontation. On reproche parfois à ceux qui évoquent l'existant au prisme du patrimoine d'être dans une forme de doctrine, de traiter cela un petit peu sous l'emprise d'un dogme, que voilà, il faudrait beaucoup conserver, etc. Alors que je pense que les choses évoluent dans le bon sens. Et derrière voilà, ce déjà-là, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même les mêmes façons d'intervenir à travers un même outil disciplinaire. Et que les deux, en fait, tendent à se rejoindre. Mais c'est vrai que le patrimoine, du coup, est... Alors, je ne sais pas comment conclure ça, mais voilà. J'ajouterais peut-être juste à la rigueur que là, en effet, bon, moi j'ai parlé du coup d'une association de patrimoine, donc c'est sûr que le propos est un petit peu orienté, mais finalement sur le terrain, en effet, on ne parle pas forcément de patrimoine, mais simplement de bâti existant, bâti ancien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer en fait le rapprochement de différents militantismes, à la fois le militantisme patrimonial, comme on l'entend, mais également le militantisme autour de l'éco-construction, et que finalement ces deux sphères d'acteurs viennent à se rencontrer et à trouver des similitudes, parce que voilà, finalement les acteurs du patrimoine ont compris qu'il était nécessaire de mettre en œuvre des matériaux adaptés, enfin ils l'avaient déjà compris, mais en tout cas que cette typologie de matériaux finalement est caractérisée comme étant des matériaux écologiques, et donc du coup on a un rapprochement de ces deux domaines de militantisme, mais du coup, voilà, il n'y a pas forcément les mêmes vocabulaires sur les bâtiments, bâtis anciens ou patrimoine. C'est pas une question, c'est juste pour rebondir sur la remarque de Gabriela. Merci pour vos deux interventions qui étaient très intéressantes. Et je dois dire que moi aussi, j'étais surprise par la conclusion de la deuxième, quand vous dites que vous n'avez pas répondu à l'appel à communication par un propos sur l'architecture comme ressource, mais patrimoine comme ressource. Et je veux dire que je ne suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai vu une présentation, j'ai entendu parler d'architecture pendant 25 minutes, quand vous parlez de valeur d'usage, quand vous parlez de dispositifs. Ces dispositifs, ils pourraient très bien être réinterprétés ailleurs. Et, enfin, voilà, je ne vais pas développer, mais pour moi, on parle bien d'architecture. Oui, pour moi aussi. Pardon. Pour moi aussi, hein, bien évidemment. Mais c'est que je ne savais pas, en fait, quel type de présentation on allait avoir dans le cadre de ce séminaire. Et que, évidemment, je voulais aussi préciser, moi, d'où je viens. Donc, c'est vrai que ma thèse est orientée sur les sites patrimoniaux remarquables. Et donc, je parle de l'existant plutôt patrimonial et pas de l'architecture dans n'importe quel contexte. Donc c'était juste pour repositionner ça, mais je parle évidemment d'architecture aussi. Je voudrais vraiment pas monopoliser la parole, mais en fait c'est super intéressant parce que, encore une fois, un peu provocatoirement, je ne sais pas si ça se dit, de manière un peu voilà. Moi, je me demande si le mot patrimoine, et je veux dire, je suis très sensible à la question patrimoniale, mais vraiment, c'est stimulant ce qu'on raconte ici. Tu as mentionné les maisons Phoenix, voilà, super exemple, parce qu'en fait, on se dit, c'est un truc moche sur lequel on peut faire du moche, mais peut-être pas. Est-ce que le mot patrimoine n'introduit pas un peu d'emblée un jugement de valeur, et si quelque part, parce qu'on sait très bien, il y a des doctrines qui nous disent qu'est-ce qui est patrimoine et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Alors que ça fait quand même plusieurs décennies que on se dit que le patrimoine est une construction des acteurs et que ça s'élargit de plus en plus en termes de... Voilà, on déclare patrimoine ce qu'on a l'intention de déclarer patrimoine. C'est pas une évidence, ça pleut pas du ciel, quoi. Voilà, c'est ce qu'on a envie de reconnaître en tant que patrimoine. Et en fait, je suis un peu mal à l'aise vis-à-vis de ce jugement de valeur parce que quand même, les maisons Phoenix, c'est des maisons habitées par des gens. Bah, nous, ça nous plaît pas parce qu'on est archi et on est quand même un peu formaté, voilà, d'une certaine manière ou de différentes manières, mais voilà. Mais il y a des gens qui habitent dedans, qui s'y plaisent, qui pensent que leur maison, c'est leur maison, qu'ils ont créé un quartier, des relations dans le quartier, qui cultivent leur potager, qui font, enfin, c'est des maisons qui peuvent abriter des associations. Enfin, je veux dire, il y a une vie là-dedans. Donc le fait que nous, on déclare que c'est moche, bah, en fait, oui, ok, bon. Mais il y a des gens qui peuvent l'apprécier. Et peut-être que notre métier nous amènera aussi à intervenir sur des choses qui nous plaisent pas, mais qui peuvent être un potentiel à réadapter pour que ce soit mieux, quoi. Et notamment la valeur d'usage. Enfin, je trouve ça super intéressant d'avoir mobilisé ça de manière assez forte. Voilà. Oui, merci. En effet, peut-être que je me suis pas bien exprimé. Ce que je disais, c'était que dans ce cadre-là des maisons Phoenix, disons que personne ne se préoccupe finalement de savoir si c'est bien fait ou pas. Et donc, ce qui est différent de savoir... Enfin, évidemment que également cette typologie de bâti nécessite une réflexion, une attention. Et c'est pas parce que c'est une maison Phoenix que certains d'entre nous peuvent trouver moche qu'il ne faut pas y prêter attention et ne pas avoir des réflexions sur les filières de matériaux qui sont proposées ou la question du confort d'été que les matériaux bio et géosourcés. Mais en effet, comment dire, en fait, qu'est-ce qu'on appelle patrimoine finalement? Ce sont des édifices auxquels une communauté, un groupe de personnes portent une identité. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ces éléments-là constituent une identité locale ou plus généralement nationale, et du coup qui se battent pour leur protection. Donc en effet, les maisons Phoenix aujourd'hui, mais l'architecture du XXe siècle constitue un patrimoine, évidemment, mais qui n'est peut-être pas aujourd'hui une identité pour laquelle les acteurs se battent, mais ce qui évidemment ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser. Voilà, après, évidemment, on a chacun nos œillères dans la recherche. On ne peut pas s'intéresser à tout, et du coup, je ne suis pas du tout expert de ça, mais en tout cas, par exemple, les réflexions qu'on a sur le bâti ancien, là, ce que je présentais sur la question du paysage, finalement, en fait, c'est aussi des réflexions qui, évidemment, devraient aussi s'appliquer à tout type d'approche sur l'existant, qu'on considère comme patrimoine ou simplement comme bâti existant et qui serait bénéfique. Oui, j'avais demandé... Oui, Laurent Protois, architecte et enseignant à l'école d'architecture de Normandie. J'avais demandé la parole avant celle en même temps que Gabriella, et en fait... ma remarque, elle portait sur le même sujet, parce que j'avoue qu'en fait, effectivement, la remarque sur les maisons Phoenix, je vais être très sincère, m'ont heurté. Voilà. Pardon, Non, en fait, ce que je voulais dire à travers cela, c'est que il ne faut pas distinguer, il ne faut pas faire deux catégories, ce qui mérite d'être réhabilité, d'être considéré, et puis d'un autre côté, ce qui ne mérite pas. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on fasse attention, nous, architectes, dans le discours, à considérer que tout ce qui nous entoure mérite autant d'attention. Pas uniquement ce que l'on a considéré comme une architecture savante, et donc qui mériterait d'avoir en fait un effort conséquent sur elle et pas le reste. Et en fait, moi j'ose dire que j'aime les maisons Phoenix, parce que, comme l'a dit Gabriella, parce que ce sont des architectures qui sont habitées, et aussi parce qu'elles font partie de notre histoire, c'est-à-dire qu'en fait elles répondent aussi à une période où il y avait un besoin d'habitat à très bon marché, et donc en fait il y a aussi eu une intelligence qui est derrière et qui a permis cette construction-là. Parce que dans ce cas-là, on peut dire aussi que ce qu'a fait Jean Prouvé dans ses maisons aussi, on peut dire que ça n'a pas de valeur. Et en fait, oui, ça a de la valeur. Et en fait, il faut aussi que
ces périodes de l'architecture, elles soient aussi à l'intérieur des écoles d'architecture faisant partie de l'enseignement, en fait. Et donc, c'est aussi à nous de dire, en tant qu'architectes, ces architectures, elles méritent autant d'attention parce qu'elles font partie de notre paysage. Et d'ailleurs, en termes de proportion, elles font encore plus partie de notre paysage. Alors j'ai une petite question supplémentaire, c'est sur le début de l'intervention. Je suis désolé, je prends un peu de temps. Sur les catégories, sur les principes de reconnaissance de l'habitat ancien, il y a les 3 points, l'habitat vernaculaire, la reconnaissance de l'habitat avant 48, et puis alors c'est le 3e point qui m'interpelle. Je voudrais savoir d'où vient cette catégorie enfin, comment cela vient, le fait que on considère qu'un habitat est ancien parce qu'on n'a pas traité les remontées capillaires. Alors je dis cela parce que en fait, dans l'habitat ancien, il y a plein d'exemples de traitement des remontées capillaires, à la fois dans les matériaux eux-mêmes. Je pense notamment aux constructions à Venise où la pierre d'Istrie, elle est en soubassement et donc elle gère les remontées capillaires. Dans l'habitat rural, y compris en Normandie, en fait, les remontées capillaires étaient traitées par des pièces d'ardoise qu'on mettait sur les soubassements. Donc en fait, d'où vient ce principe en fait? Parce que il n'est pas tout à fait juste en fait. Du coup, je vais juste finir. Alors, juste en effet, j'ai manqué sur la question des maisons Phoenix. En fait, c'était plus pour répondre à la question de pourquoi finalement on a tendance à patrimonialiser un petit peu tout. Et en fait, mon discours, c'était plutôt de dire que ce qu'on appelle patrimoine, c'est des éléments pour lesquels des groupes, des communautés se battent pour leur protection et que malheureusement, même s'il faut s'intéresser à l'ensemble du bâti existant, aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'associations qui militent sur les maisons Phoenix, mais ce qui ne veut absolument pas dire que ces typologies-là de maisons et d'édifices ne doivent pas prêter notre attention, au contraire. Et sur la deuxième question, d'où vient cette définition? Alors j'avoue que c'est c'est une notion technique que j'ai eue à travers différents échanges avec à la fois des associations et différentes personnes. Et ce que je veux dire, c'est que en gros, c'est 3 définitions, on va dire, différentes et qui parlent de sujets différents. Mais en gros, la définition que j'ai donnée, qui était plutôt technique, était de dire que, contrairement à des édifices plus récents dans lesquels, en général, on a des ruptures des vides sanitaires ou des éléments un peu plus techniques, en règle générale, ce qu'on va considérer comme bâti ancien, c'est justement, alors, du coup, surtout dans le contexte breton, où on a des édifices en pierre, ou enfin, du coup, quand même un soubassement pierre, même si on est en terre, mais en tout cas, où historiquement, le sol à l'intérieur était en terre battue, damé, qu'il y avait évidemment un système, on ne venait pas assécher les pieds de façade, des choses comme ça, mais en tout cas que historiquement ces typologies d'architecture n'avaient pas tous les systèmes aujourd'hui qu'on a de vie sanitaire et ainsi de suite. Et donc même si on parle d'ardoise, on parle en effet de différentes techniques, on est néanmoins sur des typologies constructives où les matériaux sont tout de même perméables à la vapeur d'eau, sont soumis quand même à cette question de la présence de l'eau dans les murs, remontée de capillarité, même si ensuite ils étaient traités de manière différente. Il y a plein de types d'architecture qui le gèrent très bien justement, mais par contre, ils le gèrent et il faut tout de même le considérer. Considérer que c'est existant et donc du coup ne pas faire abstraction de ces problématiques-là lors des travaux de rénovation énergétique. Donc parfois le bâtiment justement soit a perdu ses qualités de gestion, soit il n'en avait pas, ou en tout cas différentes, ou en tout cas qui ne correspondent plus aux besoins actuels. Mais en tout cas, voilà, c'est tout de même une typologie de construction sur laquelle il faut avoir une attention fine sur ces sujets-là. J'espère que ça répond à peu près à la question. Merci pour vos interventions. Donc Isabelle Génic, enseignante ici. C'est une petite question pour Com, une question de curiosité. Pour revenir sur, je vais faire redescendre un peu le niveau, mais sur le DPE,
Juste une question un peu d'actualisation, parce que toi, tu le prends en regardant l'action finalement d'une association. Est-ce que tu as pu regarder ça au niveau du système d'acteurs, parce qu'il n'y a pas que les associations, du coup, est-ce que les CAUE, c'est quoi leur position des CAUE? Quelle est, en fait, j'avais envie de comprendre un peu où on en était aujourd'hui sur cette question assez cruciale de les DPE sont pas adaptés à des maisons vernaculaires anciennes, etc. Et voilà, on en est où aujourd'hui, sachant que de l'autre côté, la rénovation par de l'isolation extérieure de fermes, on en voit plein dans les villages, même qui sont laissés à l'abandon, on voit les polystyrènes, ça c'est très rapide et voilà, ça va très vite parce que les gens prennent les subventions. Voilà. J'avais envie de comprendre où est-ce qu'on en était. Et puis, une question sur laquelle je n'ai jamais répondu. Qui a fait le DPE? Enfin, voilà, qui a conçu enfin, je sais pas, peut-être que tu sais ça, j'en sais rien, mais voilà. Qui a fait les logiciels où on a l'isolation par l'intérieur, tel matériau, etc. Voilà. Peut-être beaucoup de questions, mais c'est une question de curiosité. Je vais essayer de répondre. Alors, la première... Ouais, le système d'acteurs un peu... Ouais. Alors, disons que oui, en effet, là, j'ai parlé beaucoup du monde associatif, mais en réalité, en fait, il y a... En effet, tu as mentionné les CAUE, il y a tout un nombre d'acteurs qui sont connaisseurs du sujet, qui, du coup, évidemment, interpellent dès qu'on les sollicite sur les meilleures manières d'intervenir sur ce genre d'édifice. Pour autant, quand, par exemple, avec Côte d'Armor, quand je discute avec le CAUE, ou même dans le Finistère, une des premières problématiques, c'est que les personnes n'ont pas le réflexe forcément d'aller voir ces réseaux d'acteurs-là. Souvent, ils sont empêtrés dans le quotidien, ils font appel à un diagnostiqueur qui leur fournit ce diagnostic-là, et ensuite, ils sont mis en contact à rigueur avec un accompagnateur rénov'. Donc évidemment, il y a toute une sphère d'acteurs qui est compétent et qui pourrait justement élargir le spectre, mais malheureusement, finalement, peu de gens aujourd'hui font l'ensemble de la démarche, et donc c'est aussi pour ça qu'il est nécessaire finalement de réviser cet outil réglementaire, parce que les gens finalement le prennent un petit peu brut de décoffrage, on va dire. Et ils n'ont pas forcément non plus toutes les compétences ou les connaissances pour analyser, comprendre ce qui est mis dans un DPE ou un audit énergétique, et donc du coup finalement ils font confiance à la chaîne d'acteurs qui n'est pas forcément elle-même connaisseuse. Et puis après, si on arrive encore au rôle des artisans, des choses comme ça, même eux sont pas forcément formés, n'ont pas forcément toutes les compétences, parfois font aussi de la désinformation auprès de leurs clients quand eux-mêmes ne savent pas. Je l'ai déjà vu sur un des chantiers que je suis. Et donc du coup, ça me permet aussi de refaire la boucle sur la question de la formation. Sur cette question-là de la rénovation énergétique, je pense qu'en France, on est quand même les champions pour mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a fait une législation, puis après on s'est rendu compte que peu de gens étaient formés. Donc du coup, ça a donné lieu à tous les documents disant qu'il fallait faire évoluer les formations des architectes, mais aussi des artisans. Donc voilà, j'espère que ça répond à peu près à la première question. Et ta deuxième, qui était, pardon, excuse-moi, rappelle-moi. Ah oui, alors ça fait partie de ma to-do list de recherche, de faire un peu cette historique-là. Évidemment, l'ADEME a été dans les pourparlers. Alors après, je sais pas, parce que bon, un des problèmes de l'ADEME aussi, c'est qu'ils font beaucoup d'études qu'ils reportent au ministère, puis ensuite ça finit dans un carton du ministère et ils savent pas trop ce que leur étude a donné. Donc l'ADEME a été quand même dans ce processus-là, mais après, j'ai pas encore eu le temps de faire ce travail historique, mais c'est nécessaire justement de comprendre qui a été à l'origine de cette boîte noire réglementaire.
J'aurais aussi une question pour ça. Ouais, voilà. Alors, ma question, elle serait sur un peu la fin de la présentation, où il y a une proposition d'ouverture enfin voilà, je ne sais pas encore combien de temps il y a dans cette thèse, mais en fait, je voulais savoir si il y avait aussi une idée d'approche historique sur la gestion des ressources localement, dans le sens où, par exemple, sur la question des bocages et de leur lien avec le bâti, anciennement, il y avait des variétés bocagères qui étaient utilisées déjà pour construire. Il y a l'exemple du peuplier que je connais assez bien, qui était beaucoup utilisé dans la charpente et qui avait un vrai sens dans le bocage par sa gestion de l'eau. Voilà, donc je veux juste ouvrir, savoir s'il y avait des perspectives comme ça dans ta recherche. Alors, dans le cadre de la recherche, alors je ne sais pas si je vais faire étudier l'origine des matériaux des bâtiments existants, parce que par exemple sur cette question du bois, ça demande de faire des études androchronologiques, si je le prononce bien. Donc ça fait pas partie de mes compétences ni de mon budget de recherche, mais par contre ça fait partie, des réflexions autour de quelles sont les filières qu'on vient mettre en place ou en œuvre, en tout cas dans le cadre de la rénovation. Donc là, pour répondre à ta question, là j'ai commencé en janvier, donc il me reste encore quelques années devant moi. Et en tout cas, un des objectifs, c'est justement d'étudier finalement quelles sont les filières qui sont mobilisées. Est-ce qu'elles sont régionales, locales, nationales ou européennes, et pour comprendre quels sont les écosystèmes d'acteurs, les écosystèmes d'acteurs qui sont mobilisés. Pour autant, quand même, pour répondre à ça, alors peut-être que j'ai pas été forcément très clair, mais justement, c'est un des éléments que met en avant Thiès Brest, mais qui est accompagné en fait par d'autres associations du domaine sur la question des bocages, c'est justement eux, ils ont conscience, ils ont déjà fait quelques études pour voir et démontrer qu'un certain nombre de charpentes locales avaient été construites avec des bois locaux issus des bocages. Et donc c'est sur cette connaissance de la ressource ancienne qui a disparu qu'ils se mobilisent en disant il est nécessaire de recréer cette filière-là pour avoir des bois locaux qu'on puisse ensuite réutiliser que ce soit dans la rénovation, mais plus largement en fait dans la réhabilitation, dans la construction, de recréer cette filière. Et qui ne soit pas simplement une filière de bois d'œuvre pour faire du chauffage, mais une vraie filière de construction. Oui, merci. Patrice Gourbin, donc enseignant ici à l'école d'architecture de Normandie. Alors, une question pour Marianne. Je me demandais, à un moment donné, on a vu passer un plan du centre historique, mais avec aussi toute une périphérie. Enfin, il y a une zone qui est quand même 2 fois plus grande que le centre ancien. Donc, je me demandais quelle est la place de toute cette zone dont vous ne parlez pas. Voilà. Oui, c'est ça, le plan du milieu, où on voit qu'il y a une toute petite tâche historique et puis un énorme, alors je ne sais pas si c'est périphérie, où il y a potentiellement plein de petites maisons phénix. Et voilà, qu'est-ce qu'on en dit, quels sont les rapports entre les deux, et comment est-ce que ça va bien fonctionner, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même il y a quand même plein de choses qui se passent à côté. Donc comment est-ce que ça va fonctionner en termes de revitalisation? Est-ce que cette zone n'a pas besoin de revitalisation? Est-ce qu'elle est vraiment très vivante et que c'est seulement le centre qui est crevé, ou je sais pas, enfin voilà. Comment ça... Oui, alors il se trouve que les petites maisons se portent assez bien et qu'elles ne sont pas vacantes, contrairement au centre ancien. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en compte non plus, parce que le centre ancien, ce n'est pas non plus qu'un lieu de vie au sens résidentiel. Donc même ces gens qui habitent dans des petites maisons ont lieu de se rendre dans ce centre ancien. Et donc le lien entre ces zones-là et le centre est bien évidemment... un enjeu aussi. Et au-delà de ça, je profite là d'avoir cette diapo affichée pour expliquer que l'idée justement de prendre en compte une zone plus large que le centre ancien
c'est justement de dire que les solutions ne sont pas juste à trouver dans le centre strict, mais qu'il faut avoir un regard justement sur les autres formes de tissus qu'on peut trouver à proximité, et les zones rurales, donc lieux de nature, voilà, et que c'est avec une compréhension en fait globale de tout cet ensemble qu'on va pouvoir aussi trouver des solutions pour le centre, et que les solutions ne sont pas uniquement à chercher à l'endroit du centre. Que oui. Non, non, je rigole. François, tu avais une dernière question, François? Si, vas-y, hein. On a encore le temps. Non, mais je ne sais pas si là, à propos, surtout en fin de session comme ça, mais en fait, on avait conçu un peu ces 2 jours de façon un peu provocatrice en disant hypothèse construction zéro. Vraiment, on essaye de tenir ça, qu'est-ce que ça donne? Mais je pense qu'indépendamment de celle-là, il y a d'autres postures radicales qui me semblent être un peu sous-jacentes à ce qu'on a entendu ce matin. Par exemple, est-ce que quand on cherche à tenir compte de cette, de toutes ces interactions aux différentes échelles, on n'arrive pas naturellement à remettre en cause de façon très profonde, pas seulement, des aspects techniques ou des aspects, sur les valeurs, mais sur le mode d'habiter le territoire. Est-ce que, en filigrane, vous proposez de modifier l'organisation de la production agricole, par exemple? Et est-ce que dans les projets européens qu'on nous a montrés, c'est toute une autre vision de la société qu'il faut revoir, y compris pour cette question-là avec la revitalisation, qu'est-ce que ça implique, voilà. Oui, alors, je ne sais pas si tu avais une réponse ou... c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. En fait, à travers, je parle pour moi, mais le travail de recherche, l'idée c'est de montrer que justement il y a des pistes à suivre qui peuvent avoir un impact beaucoup plus grand, en fait, mais à notre niveau, c'est vrai que on se rêve un peu d'imaginer ce genre d'utopie, mais dans le travail concret de la thèse, voilà, peut-être qu'on en montre un petit peu les prémices, et que après c'est au-delà de notre ressort. Je pense que ce qu'on a essayé, en tout cas à travers nos 2 présentations, de mettre en lumière, c'est la nécessité d'avoir un regard interdisciplinaire sur le bâti existant, et que ce soit sur la revitalisation ou sur la notion de paysage. Finalement, je pense pas que on va faire une génération d'architectes à la fois agriculteurs et je pense que c'est important à ce que on ait en tête le fait que quand on intervient sur le bâti existant, finalement, c'est pas juste l'enveloppe bâtie, mais que c'est l'ensemble du contexte qui est à prendre en compte, et que pour ça, il est nécessaire d'avoir une réflexion à la fois sur la gestion des eaux, sur la biodiversité, sur une question... sur un ensemble de domaines qui sont nécessaires pour avoir une approche la plus globale possible. J'essaie de me dépatouiller avec cette question. Ouais, moi je voulais juste apporter un petit lien entre les interventions ce matin et puis vous, parce qu'en réalité, quand moi je suis responsable de la formation HMO-NP ici à l'ENSA de Normandie, mais on circule et on va dans les jurys, dans les autres écoles, et
Et quand tu dis tu ne vas peut-être pas faire une génération de jeunes architectes agriculteurs, en réalité, c'est assez intéressant parce que ce qu'on peut voir, en tout cas, à travers les mémoires qu'on lit, déjà, c'est qu'il y a une vraie appétence de jeunes architectes habilités pour travailler dans la ruralité, pour travailler sur le bâti ancien, etc., voire s'installer, pas du tout de travailler depuis la métropole et aller juste faire une petite intervention en ruralité. Alors, je ne sais pas s'ils vont le faire vraiment, mais en réalité, nous, on est à un poste d'observation assez intéressant puisqu'on voit justement ce passage à la professionnalité et c'est très marquant de voir tous ces jeunes architectes qui ont tous envie, enfin pas tous, mais voilà, beaucoup plus qu'avant, envie d'aller retravailler sur des questions telles que vous les traitez dans vos recherches, et une vraie envie, c'est ce que vous montrez aussi, de transversalité, d'avoir des points de vue transversaux, d'intégrer ces points de vue transversaux dans les projets. Donc je trouve que, voilà, peut-être que oui, ça sera à vérifier. Oui, non, je pense qu'on peut dire que ça appelle pas de réponse. Isabelle, merci. Peut-être qu'on va conclure ici pour aller manger. Moi, je vais quand même une dernière fois vous remercier et aussi peut-être simplement me permettre de souligner que ce qui me semblait extrêmement intéressant et aussi en lien avec l'intervention précédente de Gabriela, c'est que les exemples qui nous ont été proposés sur ces 3 dernières interventions à mon avis, nous permettait un jeu de changement d'échelle sur la question de l'architecture et justement proposer une définition de l'architecture qui ne se contente pas à la question qui ne se résume pas à la question de l'édifice comme objet isolé. Et il me semble que l'élément extrêmement intéressant dans les propositions, c'est que dans les exemples montrés, que ce soit par des dispositifs, des jeux d'acteurs ou des pratiques, l'enjeu se situe beaucoup dans la capacité à rendre lisibles les problématiques et les ressources disponibles, que ce soit de l'existant ou des besoins. Et je pense que cette articulation-là était extrêmement intéressante et qu'en ce sens-là, c'est quasiment toutes les phases de projet qui sont concernées par cette identification-là et par cette nécessité d'énonciation-là dans le projet et qui, c'est ce que je disais à Gabriela avant la pause, mais qui me semblait être quasiment le projet qui devient ressource ici, dans sa capacité à énoncer, à rendre lisible et à considérer l'intervention au-delà de l'objet propre et seul et isolé. Voilà. On va pouvoir manger maintenant. Nous revenons du coup à 14h30. Bon appétit.